bonsoir. Nous sommes toutes les deux, Prune Nourrie et moi-même, donc Marie-Laure Bernadac, au Bon Marché, devant une œuvre de Prune Nourrie dont on va parler ce soir. On a beaucoup de chance, Prune, d'être avec vous ce soir. D'abord, de découvrir cette œuvre extrêmement spectaculaire et émouvante, dont le titre est L'Amazone érogène. Et déjà, dans ce titre, l'Amazone érogène, on sent à la fois une contradiction, parce qu'on sait que les Amazones, c'est guerrier, donc il y a de la violence, on va avoir des flèches, on va parler des flèches, et en même temps érogène, on va parler du corps, on va parler des seins, puisque cette œuvre très spectaculaire, dont vous voyez qu'une partie ici, mais dont on va parler de façon plus détaillée tout à l'heure, met de cette tension entre la violence et la douceur, entre la douceur et la violence. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né ce projet, puisque c'est une invitation du Bon Marché, d'où vient et à la fois ce titre et cette œuvre avec les seins et les flèches, pour qu'on retrace un petit peu l'origine de cette exposition. J'avais réalisé une œuvre comme celle-ci pour une exposition qui s'appelle Catharsis, qui a eu lieu à la Galerie Templon en 2019, mais je l'avais faite en plus petit. Ce que je trouvais grand à l'époque, c'était 108 flèches, taille humaine des flèches, avec une cible de la taille de celle que les archers utilisent. Elle était en bois, avec ce profil de sein aussi, et c'est cette œuvre que j'ai intitulée à ce moment-là l'Amazone érogène, par rapport à une chanson que j'étais en train d'écrire de manière amicale avec Mathieu Chédid, et là on parle de 2019. Je l'expose pour la première fois là-bas, puis voilà, l'expose termine, je ferme cette porte-là, et là, quelques mois plus tard, mon film ouvre à Paris avec MK2, et ce film Serendipity est sur mon expérience du cancer du sein. Je réalise plusieurs projections, signatures de livres, et là je vois débarquer Frédéric Bodenès, qui est donc le directeur artistique du Bon Marché. Et moi je connaissais toute la lignée d'artistes que j'adore et que j'admire, qui ont exposé avant moi ici. Et vous êtes la première artiste française. Et je suis la première artiste française. Et Chiharu Shiota, Johanna Vasconcelos, Ai Weiwei sont des artistes dont je respecte le travail. Donc quand Frédéric est venu et m'a parlé de cette carte blanche, j'ai tout de suite accroché. Je connaissais peu le lieu, mais je connaissais le lieu. J'aimais l'architecture de ces deux atriums, aussi les contraintes dont Frédéric m'a tout de suite parlé, qui étaient la carte blanche du blanc et l'aspect de suspension aussi. Donc c'était des contraintes plutôt drôles et plutôt que je connaissais, puisque j'avais déjà fait plusieurs œuvres en suspension, j'avais déjà fait pas mal d'œuvres dans les tons blancs, etc. Donc c'était plutôt un challenge sympa. Et du coup, j'ai proposé 3 projets, et avec une préférence pour celui-ci, et c'est celui-ci qui a été choisi. Ah oui, vous avez proposé plusieurs projets. Ouais. D'accord. On les verra ressortir un jour. D'accord, très bien. Et alors, donc, si on la regarde bien en détail, donc là, normalement, l'œuvre originale que vous appeliez la première de 19 était en bois, mais ici, pour des raisons techniques, je pense qu'il n'a pas été possible de réaliser cet énorme sein en bois. Exactement. D'accord, donc il est dans une autre matière. Voilà, et surtout, ça nous a permis d'utiliser quelque chose, une technique avec laquelle je rêvais de travailler depuis longtemps, qui est en fait le trompe-l'œil, qui porte mal son nom, puisque là, en l'occurrence, on ne cherche pas à tromper l'œil, puisqu'on en parle. Et Béatrice Algazi, qui est donc une peintre spécialisée dans cette technique incroyable, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de découvrir, d'apprendre à connaître pendant tout son travail, parce que c'est un travail. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'improviser peintre en trompe-l'œil pour cette exposition. C'est plusieurs années de formation, mais ça a été une vraie collaboration avec cette artisane d'exception. Et du coup, j'ai appris à comprendre toute sa technique, qui est au-delà de la technique, parce qu'elle a vraiment une réflexion philosophique presque. On essayait à nous deux d'hybrider la chair humaine avec le bois. Bien sûr. Oui, d'où cet aspect à la fois très doux et très doux du sein. Et on a même choisi d'ailleurs, le choix du bois fait partie de ça, puisqu'on est parti sur le être, en bon jeu de mots. Alors ici, on a vu des milliers de flèches, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais dans l'autre atrium, enfin dans la premier espace, on voit un immense arc en bois. Donc il y a cette tension, bien sûr, de la menace de l'arc qui se tend vers ce qui est à la fois une cible et un sein. Donc vous avez évoqué
à travers la catharsis, bon, l'expérience personnelle hein, que vous avez vécue. Et du coup, cette œuvre parle de ça. Hein, parle de ça. C'est pour ça que quand je dis qu'elle était très émouvante, même si on ne connaît pas l'histoire, on a cette inquiétude pour une partie du corps, qui est le sein, que l'on sait très fragile. Et quand on connaît votre histoire du cancer, elle est d'autant plus émouvante. Et ce que je voulais savoir sur le plan technique, donc il y a du blanc, vous étiez obligé de mettre du blanc, d'où les flèches sont moitié blanc, moitié bois, et les plumes. Et les plumes sont aussi blancs. Et donc vous avez travaillé, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, travailler avec des artisans, parce que les flèches, plus personne n'en fabrique, non, a priori. Alors si, l'Archerie de Paris, et c'est avec eux qu'on a travaillé, parce que c'était très important pour moi que toutes ces flèches puissent servir à des archers, si on le voulait. Alors elles sont plus grandes que la normale. Pour répondre à votre première question, il y en a 888 dans l'atrium principal, mais plusieurs milliers en tout, puisqu'il y a aussi toutes les vitrines extérieures. Donc on est presque à 3000 flèches sur toute l'exposition, plus la grande flèche de l'arc, qui lui fait 5 mètres de haut, qui est aussi en hêtre, alors lui vraiment en bois. Et du coup, c'est vrai que mon expérience, au final, est une expérience, on va dire, banale, malheureusement, parce que le cancer du sein touche beaucoup trop de femmes, 1 sur 8. Et que c'est quelque chose qui ne touche pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, puisqu'il y a 0,2% des hommes qui sont touchés, mais aussi les proches et les conjoints. Donc c'est pas seulement ce qui vous arrive à vous, mais d'ailleurs c'est la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai appris que j'étais malade, c'était comment ça va impacter mes proches. Bien sûr. Donc, vous parlez de cette expérience dans cette œuvre, mais déjà votre travail avant parlait du corps, des fragments du corps. L'œuvre qui s'appelait Catharsis, que vous aviez fait déjà il y a quelques années, était aussi une Amazone à qui on coupait le sein. Hein. Je crois que vous aviez déjà été piqué de plein de petites flèches. Donc, on parlera aussi de ce rapport peut-être au rituel, à l'acupuncture, mais déjà une œuvre qui annonçait le sein coupé d'une certaine façon. C'est ça qui est très, très impressionnant. En fait, c'est une œuvre que j'ai réalisée effectivement comme une catharsis, inspirée des ex-voto, les votifs qu'on trouve dans toutes les cultures, à toutes les époques, encore aujourd'hui. Et ce qui me passionnait, c'était le rapport à l'artisanat, parce que généralement, c'est quelqu'un, un individu qui vient, qui a une maladie, ou un proche qui a une maladie, et il crée cet objet à travers un artisan pour pouvoir y mettre tout son espoir de guérison, ou pour remercier une fois qu'il a guéri. Et on trouve ça, mais on en trouve vieilles de 3000 ans, on en trouve en bois, on en trouve en bronze, on en trouve en métal, en argent, on en trouve même en terre cuite. Et donc de tous ces différents matériaux, qui sont des matériaux que j'ai travaillés, je souhaitais faire ma version, mais elle inspirée des ex-voto contemporains, les japonais, qui s'appellent les Mizuko Kuyo, qui sont en béton, et qui sont en fait des ex-voto pour les femmes qui passent à travers la perte d'un enfant, un avortement, quelque chose comme ça. Et moi, à ce moment-là, je passais aussi à travers la demande de fertilité, parce que quand on a 31 ans, qu'on apprend qu'on a un cancer du sein, il y a aussi cette question qui est soulevée, qui est est-ce que je pourrais avoir un enfant un jour? Et du coup, j'ai fait cette œuvre Catharsis, cette sculpture de 5 mètres de haut que j'ai ensuite fait voyager sur la Hudson River, parce que j'habite à New York depuis 10 ans, comme un rituel, et j'ai invité effectivement toute ma famille, mes proches, à venir allumer des bâtons d'encens dont je l'avais recouverte comme autant d'aiguilles d'acupuncture, comme pour signifier, comme pour marquer et symboliser la fin des traitements. Mais casser le sein, en fait, était pour moi le fait, quand on est malade, on est patient, on doit être patient parce qu'on est patient, on est trimballé à travers un chariot, les pieds en avant, alors qu'on pourrait marcher jusqu'à la table d'opération. Et on devient en fait sculpture entre les mains de son chirurgien qui est là pour vous reconstruire. Et donc, de sculpteur, j'ai eu l'impression de passer à sculpture, et pour moi, c'était important de revenir à sculpteur, et donc symboliquement, d'avoir ce geste de casser le sein, qui était un geste cathartique. Pour vous, l'art est vraiment une expérience qui peut guérir, qui aide à guérir. Peut-être vous connaissez cette phrase très célèbre de Louise Bourgeois qu'elle a inscrite sur Precious Liquid, qui est l'art est une garantie de santé mentale. Dans son cas, c'est la santé mentale, mais c'est aussi de santé physique. Donc je crois que pour certains artistes, mais surtout pour vous, parce que vous êtes une artiste qui s'intéresse à la fois aux relations entre l'art et la science. Hein, dans vos premiers travaux, vous parlez de la fertilité, de la fécondation in vitro, de toute la biotechnologie pour la création, comme par hasard. Et surtout, vous êtes aussi une anthropologue. Vous avez voyagé un peu au Mexique. Enfin, vous travaillez avec les anthropologues et vous intéressez aux rituels, aux civilisations anciennes. Donc,
votre œuvre part dans différentes directions. Donc le noyau, c'est peut-être quand même aussi le corps, hein, puisque dès le départ, il y a cette expérience du corps, et vous êtes sculpteur, sculptrice, donc vous travaillez la matière, vous travaillez la terre, vous aimez travailler avec vos mains. Et donc, c'est extrêmement riche. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des directions diverses qui se croisent, qui s'entrecroisent. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'à la fois, il y a votre expérience personnelle et une résonance universelle. Non seulement cette expérience terrible du cancer du sein, comme vous l'avez rappelé, qui concerne tellement de femmes, mais la maladie, hein, comment dépasser la maladie, retrouver l'espoir, retrouver l'énergie à travers l'art, à travers la création. Et donc ça, c'est une leçon d'humanité absolument magnifique. Mais on va revenir à votre parcours peut-être et à l'art. Donc vous avez fait ce film que vous avez évoqué tout à l'heure, Serendipité, qui est cette façon un peu de retomber par hasard sur quelque chose, de pas suivre une voie toute tracée et logique, mais d'avoir des écarts, de risquer sur l'inconnu. Et que souvent le processus artistique, c'est une suite de coïncidences, de hasards, qui fait que vous avez anticipé des choses qui sont arrivées après, et que du coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un parcours assez cohérent et logique de ce travail sur le corps, sur le sein, qui inclut la mythologie, donc le rapport aux Amazones, mais qui inclut des expériences en Inde, en Chine. Donc, comment est né un petit peu depuis la sortie de l'école Boulle et de votre expérience donc de travailler la matière et la sculpture, comment est née cette démarche au tout départ, en fait, pour vous? Alors, pour faire une parenthèse, parce que je la trouve particulièrement intéressante, votre remarque sur la santé mentale, pour moi, c'est vraiment l'art, c'est comme les rêves. C'est-à-dire qu'on a besoin de dormir parce qu'on a besoin de rêver. Là, il n'y a rien de pire que la privation de sommeil. C'est la soupape un peu de... Et voilà, les rêves sont notre soupape. C'est ce qui recrée en fait une sorte d'équilibre mental. Et l'art, pour moi, c'est aussi un équilibre mental. C'est ce qui nous permet de rester sain d'esprit. Donc, l'art n'est pas inutile, comme les rêves et le sommeil n'est pas inutile. Quand quelqu'un dit que voilà, il dort 3 heures par nuit et que ça lui va très bien, je suis toujours admirative parce que pour moi, j'ai besoin de ce moment pour remettre de l'ordre dans mes idées pour trouver et pour un équilibre de santé mentale. Et pour le film Serendipity, qui est un mot effectivement qu'on peut traduire sérendipité en français, mais c'est vrai que je trouve plus poétique en anglais, donc j'ai décidé de pas le traduire pour le titre de mon film en français. Et pour moi, c'est vraiment, ma traduction, ce serait entre hasard et intuition. Comment est-ce que on tire un fil et voilà, le hasard nous met sur notre route des choses et que par notre vécu, par notre cadre de référence, par nos recherches, on va savoir quoi attraper. Et donc, entre hasard et intuition, c'est pour moi la définition à la fois de l'art, mais aussi au final des recherches scientifiques. Les scientifiques aussi sont dans l'abstrait, sont dans le concept, et ont besoin d'écouter leur intuition pour savoir quoi attraper à quel moment. Bien sûr. Et alors, on a évoqué, est-ce que pour vous, la création est très proche de la procréation, puisque vous avez travaillé il y a déjà pas mal d'années sur les banques de sperme, sur la fertilité, sur tous les processus un peu techniques de fécondation in vitro. C'est intéressant que ça soit une femme qui est associée comme ça à cette création et procréation. Pour vous, c'est un sujet lié à le fait d'être femme? Je pense que beaucoup d'artistes femmes, certainement, font malgré elles ce lien entre la procréation et la création. Moi, ce à quoi ça me fait penser, comme la sculpture, c'est vraiment ma colonne vertébrale et que j'utilise beaucoup les moules. J'aime l'idée de matrice. Et pour moi, les moules sont particulièrement précieux. Donc, j'ai par exemple transformé certains de mes moules en bronze, en pièces uniques, justement pour montrer leur préciosité, parce qu'un tirage, on peut toujours le refaire. Le moule, la matrice, c'est la pièce maîtresse. Et du coup, oui, la procréation, pour moi, c'est la magie, en fait, c'est le mystère. C'est le mystère absolu, de la même manière que quand on pose la question à un artiste d'où vient son inspiration, en fait, on ne veut pas savoir, parce qu'on aime la magie et le mystère. Bien sûr. Donc, je reviens peut-être aussi sur vos premiers travaux. J'étais impressionnée par ce banquet que vous avez fait, ce premier banquet.
Je ne sais pas si vous avez pensé à une pièce iconique des artistes féministes, Judy Chicago. Je l'ai découverte à New York bien après en Ça, c'est arrivant très drôle. pour vivre là-bas au Brooklyn Museum. Oui, qui a fait un banquet, on voit toutes les femmes importantes, D'accord. écrivaines et artistes, avec sur chaque assiette quelque chose. Mais alors vous, c'est beaucoup plus complexe ce banquet de... Plus complexe, je sais pas, parce que sa pièce est super complexe et j'adorais. Et justement, quand j'ai vu cette œuvre au Brooklyn Museum, j'ai fait le dîner procréatif en 2008 et je me suis installée à New York en 2011. Donc j'ai dû la découvrir dans ces eaux-là. Et quand j'ai vu cette pièce, je me suis dit, mais j'adorerais faire le dîner procréatif comme ça, de manière pérenne, à travers des œuvres sculpturales, des assiettes, etc., qui restent, les œufs d'autruche dans lesquels on vient chercher sa sauce. Donc, pour expliquer un petit peu le concept, c'est un dîner entre art, science et gastronomie, où je m'associe à un chef étoilé et un scientifique pour montrer en fait toutes les différentes étapes de procréation assistée, mais à travers les étapes d'un dîner. Donc, on commence par le sperme bar, le bar à ovules, et on fait choix sur catalogue, selon à la fois les goûts, mais aussi, si on préfère, tel astronaute, etc., etc. Le sperme d'un astronaute, le sperme d'un prix Nobel. Et en fait, c'est sur l'exemple de banques de sperme existantes ou qui ont existé dans les années 80. Il y en avait une qui était spécialement sur une banque de sperme de prix Nobel. Donc, je m'inspire de la réalité pour ensuite la transformer de manière symbolique avec toutes ces différentes étapes. Et on termine par l'allaitement au sein ou au biberon, au choix. Et ça, c'était en 2008. Et à l'époque, j'avais moulé avec du silicone alimentaire mon téton pour pouvoir servir une petite île flottante avec le téton en pâte d'amande dessus. Ce que je savais pas, c'est que un jour, j'aurais plus le téton, mais j'aurais encore le moule. Donc j'ai le moule aujourd'hui. C'est là, en effet, on est peut-être dans ces intuitions et cette anticipation des artistes qui préfigure d'une certaine façon qu'une œuvre peut en entraîner une autre et un autre développement. On va peut-être revenir à l'œuvre ici parce qu'on n'a peut-être pas parlé assez des détails de l'installation technique, parce qu'en effet c'est quand même assez complexe d'installer une œuvre aussi monumentale. Donc toutes les petites flèches donc sont suspendues. Donc, comment est-ce que c'est passé techniquement l'installation? Oui, alors ça c'est très important à dire parce que je pense que tout sculpteur passe par là, tout artiste passe par là. On parle beaucoup du nom de l'artiste, mais en fait il y a toute une équipe derrière, énorme équipe. Alors bien sûr l'équipe du Bon Marché, l'équipe aussi la mienne de mon studio, l'équipe de construction avec laquelle on a collaboré. Et ça je l'ai vraiment appris à l'école Boulle parce que j'ai appris on va dire le bonheur de collaborer avec des artisans de talent quand on sait pas faire quelque chose et on va voir des spécialistes que je fais avec des anthropologues, avec des généticiens. C'est des années d'études, donc il y a des choses. Voilà. Donc les sculptures, la partie sculpturale, je la fais toujours, la terre, l'argile, le plâtre, toutes ces parties-là sont vraiment les choses que jamais je souhaiterais qu'on me les enlève. Par contre, sur des installations, il y a une forte collaboration, surtout sur des choses aussi monumentales. Donc là, on a travaillé avec une scénographe qui s'appelle Laura Léonard, qui a dessiné flèche par flèche pour se rendre compte de qu'est-ce que ça donnerait en perspective pour que je puisse vraiment me rendre compte, donc en 3D. Ensuite, avec La Fabrique, qui sont des constructeurs, toute une famille, qui travaillent vraiment en famille comme à l'ancienne, j'adore. Et du coup, qui ont travaillé avec leur équipe pour accrocher flèche par flèche, avec Margot, sa fille, qui était mathématicienne pour calculer comment est-ce que fonctionnerait chacune des flèches. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour monter une exposition comme celle-ci. Et on a fonctionné en fait mais je sais pas, j'aime pas toujours trop raconter l'envers du décor parce qu'on n'a pas envie d'enlever la magie. C'était compliqué. Je change de... Est-ce que vous vous considérez du coup comme une Amazone? J'aime pas en général me labelliser à part artiste, mais forcément à partir du moment où j'ai un beau rôle, un sein en moins, voilà, et que nous sommes un groupe de femmes dans un trop grand groupe de femmes dans cette histoire, oui, ça peut être un combat qu'il faut mener. Exactement, un combat une belle étiquette, étiquette qu'on peut accepter. Celle-ci, on l'accepte. Et alors, ce qui est très pas perturbant, mais très riche, et c'est toujours ce paradoxe que j'aime bien dans votre travail, entre une véritable humanité, entre quand même un engagement féministe quand même, dans la mesure où vous intéressez au sort des petites filles en Chine, au sort de la femme en Inde, enfin donc vous avez dénoncé quand même par votre travail de façon très subtile le sort de la femme quand même dans certains pays.
Mais vous intéressez aussi à des nouvelles technologies, à la bioéthique. On a parlé de cette histoire de sperme, de procréation, même d'eugénisme. On peut presque fabriquer des enfants sur mesure. Et alors, c'est une tension entre des choses très traditionnelles et archaïques, puisque vous avez parlé des rituels, vous êtes très intéressé par les rituels, les cérémonies, ce que vous avez fait en Inde, ce que vous avez fait dans pas mal de pays, et tient de l'ordre d'un rituel quasiment anthropologique. Et il y a cette tension avec la science et le devenir des clones, quasiment des humains. Donc je voulais un peu savoir quelle était votre position, parce que quand vous travaillez sur cette fécondation artificielle et sur cette sélection un petit peu dramatique des enfants, vous personnellement, comment vous vous situez dans en tant qu'artiste et en tant que femme? Oui, complètement. Je pense que l'art comme les rêves, c'est encore une fois quelque chose où on mixe le passé, le présent, le futur. Il n'y a pas vraiment de logique dans tout ça. On tend tout ça de manière naturelle. Mais du coup, il y a quand même un tronc commun, un langage universel. Et moi, c'est ce langage universel qui m'intéresse. Quand vous parlez d'humanité, qu'est-ce que ça veut dire être humain ? Puisqu'il y a des humains qui font des trucs pas très bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce langage universel, comme la mythologie en fait partie. C'est pour ça que je pense que, en tant qu'artiste, puiser dans la mythologie est une manière de parler au plus grand nombre et à soi-même par rapport aux histoires qu'on aime se faire raconter. On est tous des enfants en puissance, hein. On est tous... Et puis les artistes ont particulièrement gardé ce contact à leur inconscient. Oui, ancestral, c'est toujours. Et voilà, donc les rituels en font partie. Et je l'ai appris à mes dépens aussi à travers le cancer, à quel point les rituels sont importants et comment je célébrais à chaque fin de processus, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit tel ou tel... Jusqu'à l'acupuncture ou jusqu'à l'acupuncture, exactement. Des médecines plus traditionnelles. Et c'est important de marquer des étapes. De marquer exactement les différentes étapes. Formidable. Et alors, on a parlé donc un peu de vos œuvres antérieures, de cette œuvre. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Donc, vous nous l'avez dit, très vite au bon marché, c'est à la fois la capacité de faire une œuvre que tout le monde va voir, que le grand public peut découvrir, mais surtout en ce moment, où tous les musées sont fermés. C'est formidable de pouvoir à la fois venir acheter quelque chose et de découvrir ce travail. Les musées sont fermés, on peut voir votre œuvre ici. Je crois que c'est très important parce qu'elle est porteuse d'un message à la fois esthétique, humain, qui, en plus, je crois que ça va avoir des conséquences, que vous avez prévu une vente des flèches, je crois. Toutes les flèches vont être vendues. Alors, le but étant que quand on achète une flèche, plus de 20 livres sont distribués gratuitement à des femmes, et ce sont des livres sur l'expérience du cancer que je fais avec Marabout, les éditions Hachette, qui sortira à l'automne avec beaucoup de témoignages de spécialistes et de scientifiques. Donc vraiment un livre où je mets tout mon amour pour, comme un peu la dernière partie de la boucle pour moi, faire une sorte de transmettre un peu de transmission de votre expérience. Exactement, qui me semble importante parce que le film était aussi dans cette optique-là. C'était à la fois retourner la caméra sur moi, c'était pas très agréable parce que j'ai plutôt tendance à la tourner dans l'autre sens. Sauf que c'était une manière aussi de dire action à moi-même et d'être proactive de la maladie. Et le livre est une manière plus pratique, là où le film était plus poétique. Voilà. Et artistique, puisque vous mêliez toute votre démarche artistique. Exactement. Et est-ce que vous avez pensé forcément, quand vous parliez que votre corps devenait tout d'un coup sculpture et objet, à une artiste comme Orlan, qui elle-même a fait des expériences avec son propre corps, sans être malade pourtant? Ouais, j'apprécie beaucoup le travail d'Orlan et elle est même très gentiment venue à une de mes opérations. J'imaginais, oui, que vous aviez un lien sur qu'est-ce que être la cible comme ça des chirurgiens. Et il y a une autre artiste, en voyant votre travail, qui m'a fait penser, américaine, qui s'appelle Hannah Wilke, qui a parlé aussi de son cancer dans les années 70, de façon très très différente, mais comment on peut faire œuvre avec une chose qui vous touche aussi, qui vous touche dans votre corps, finalement. Et ça, je crois que vous l'avez parfaitement réussi. On a parlé de votre intérêt pour les civilisations. Vous avez fait une très belle exposition au musée Guimet, qui était une espèce de correspondance ou de contrepoint de vos travaux avec des sculptures que vous aviez choisies, à la fois des Bouddhas, à la fois d'autres sculptures. Et ayant moi-même travaillé sur ces invitations d'artistes vivants à dialoguer avec l'art du passé, j'étais très impressionnée par la façon dont vous aviez répondu à cette invitation. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important aussi pour vous, se plonger dans l'art du musée?
Très importante. Et c'était à la fois un langage entre effectivement les œuvres du passé que je pouvais choisir dans le musée selon des dialogues avec des œuvres précédentes que j'avais faites, toujours sur le thème de l'Asie, mais aussi ce Bouddha géant qui était morcelé et qui s'appelle La destruction n'est pas une fin en soi, et qui était un hommage au Bouddha de Bamiyan, détruit, mais en même temps qui créait, parce qu'il était posé dans le musée comme une colonne vertébrale, donc c'était morcelé, cassé, mais en même temps c'est ce qui tenait debout le musée. Donc il y avait quelque chose du domaine de l'idée que la destruction n'est pas une fin en soi. Vous avez aussi exposé souvent le corps en fragments, hein, ça aussi c'est un peu une constante dans la sculpture. Souvent, je pense à Rodin, à Louise Bourgeois, que les sculpteurs ont envie de casser le corps en morceaux et de le montrer en morceaux. C'est refaire l'anatomie, enfin reprendre toutes ces parties du corps de façon différente. Oui, et en même temps, pour justement l'expo Catharsis, ma dernière expo, une des sculptures que j'ai réalisées, c'est justement comme ces ex-voto qui normalement sont juste des morceaux de corps. Moi, j'ai recréé un corps à partir des morceaux de corps sur cette idée que la médecine aujourd'hui, on a tendance à la morceler, à spécialiser, on va voir tel ou tel spécialiste, et on oublie qu'en fait, on est un corps était un tout, que ce soit le corps et l'âme. Et là-dessus aussi, sur cette exposition-là, si on regarde l'arrière des cibles, elles sont coupées. Oui. Et on a les cercles de vie de l'arbre. Et c'est vraiment sur cette idée du tronc de l'arbre comme le tronc de la femme. Si on coupe un tronc, on voit toutes les lignes de vie, comme si, d'une certaine manière, une femme aussi, à travers ses cicatrices, ça raconte sa vie et ses épreuves. Et les cicatrices peuvent être celles du corps, mais peuvent être aussi celles de l'âme. Bien sûr. On va rester sur cette note très optimiste, peut-être des lignes de vie qui sont cachées, qu'on ne voit pas, mais que je vous invite à voir. Est-ce que c'est le moment des questions, peut-être? Alors, j'ai la chance d'être en train de préparer un projet qui me tient incroyablement à cœur, qui est une sculpture d'une femme, enfin, je ne sais pas à quel point je peux en dire beaucoup, mais qui est inspirée par beaucoup de choses. Je peux pas trop en dire, je veux garder un peu le mystère, mais c'est avec le château Lacoste à Aix-en-Provence. Et c'est une sculpture qui est dans un matériau pareil, sur lequel je fais des recherches avec Franck Barboiron, qui est l'artisan qui travaille avec moi depuis plusieurs années. On fait une sculpture en terre crue. Et donc c'est vraiment sur cette idée de revenir à des matériaux qui sont séchés par le soleil, qui sont l'argile locale, tout ça pour parler de la femme, de la matrice, inspirée des temazcales qu'on trouve au Mexique, qui sont cette idée des utérus dans lesquels on rentre et on en ressort comme si on renaissait après un rituel. Ça, c'est un des prochains projets. Très bonne question. J'espère qu'on pourra la faire voyager. J'y compte bien. En tout cas, la cible est l'arc, puisque les flèches, elles, vont partir chez 888 personnes. Sur mon site. On l'a fait de manière très simple en direct pour que justement tous les fonds aillent directement là où ils doivent aller. C'est-à-dire destiné à donner le plus de livres possible. Ah, l'avenir. Je sais pas, on verra. Au fur et à mesure, on tire un fil rouge, on sait jamais vers quoi. On n'a pas de business plan, hein. Le blanc, il y a cet aspect médical, toujours. On le retrouve dans le dîner procréatif, on le retrouve aussi dans mes projets en Inde, parce que le blanc veut dire beaucoup aussi là-bas. En tout cas, dans beaucoup de projets, cette couleur revenait et revient. Et ensuite, la couleur chair, toujours ce lien au corps morcelé, au corps entier. Et peut-être aussi, il faut préciser que c'est le mois du blanc, que toujours le Bon Marché demande à chaque artiste. Ça fait partie de la carte blanche, ça oui. La carte blanche. Mais ça, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai, c'est la carte blanche de l'artiste et il porte bien son nom puisque la carte blanche doit être blanche. C'est beau ça. Un geste artistique peut être cathartique, je pense, à la fois pour l'artiste et puis j'espère pour une fois qu'il a fini son œuvre, elle lui appartient plus, elle appartient au regardeur comme ici, et chacun y met son vécu, son cadre de référence, ses épreuves, et un artiste vit et crée pour que ses œuvres aient un impact sur les autres.
Et ça vient des tripes, ça vient de la tête, ça dépend. Merci Prune. Merci infiniment Prune Nourri. Merci à vous. toute l'équipe. Merci à vous. Mesure 93 et 94, changer séparation. Faites la mi là. Juste ça. Faites pas les descentes. Le garçon qui parle à une fille, il sait très bien que elle a une peur panique de la perte de sa séduction. Ça, il le sent. Et tu penses que parce que tu es une Amazone, tu vas plus me plaire du tout. C'est toi que j'aime. Rien à branler de tes cicatrices. La vérité vraie, c'est ça, c'est toi que j'aime. Rien à foutre. Tu peux avoir deux têtes et ça m'est égal. C'est ça qui est magnifique. Des gens, tu sais, il leur arrive des trucs pas possibles. L'autre, l'amour de l'autre est inébranlable. Ça, j'ai vu souvent. Parce que c'est toi. Une pluie de flèches empoisonnées s'abat sur ta poitrine de guerrière désarmée. Cœur de cible en ton sein touché, si jeune, sidéré, incompréhensible, d'où vient la flèche qui est l'archer. Mon Amazone, ce qui te gêne, ton cœur blessé, ta cicatrice, ne change rien à ce que j'aime. Ton ADN, oh, mon Éden, Amazone érogène, Amazone érotique, mon Amazone, tu es la même. Non, j'aime pas celui-là. Tu veux que je te filme? T'appuies ici. Je sais, j'ai la même. Ah oui, ok. Est-ce que je peux avoir Lisa un peu moins forte? Ou moins un peu plus forte? Incompréhensible, si jeune. Ah non, j'arrive plus. Une pluie de flèches empoisonnées s'abat sur ta poitrine de guerrière désarmée. Cœur de cime, Mon Amazone, ton sein touché. ce qui te gêne, Incompréhensible, ton corps, si jeune. ta cicatrice. Mon Amazone, ce qui te gêne, ton corps blessé, ta cicatrice ne change rien à ce que j'aime. Pluie de flèches, bataille enragée, tant et tant de poitrines, tour à tour transpercées. Ne vous laissez pas mourir, laissez-nous vous aimer. Tant de cordes à votre arc, chasserait sa sein unique, Amazone héroïque. À mes yeux, vous n'avez pas changé. Amazone, ce qui te gêne, ton corps blessé, ta cicatrice, ne change rien à ce que j'aime. Ta matrice, mon Éden, Amazone érogène, Amazone érotique, mon Amazone, tu es la même. Mes Amazones, ce qui vous gêne, vos corps blessés, vos cicatrices, ne changent rien à ce qu'on aime. Votre domaine est notre Éden. Amazone érogène, Amazone érotique. Les Amazones, vous êtes uniques. Amazone.
je vous aime. Je suis Prune Nourry, je suis artiste sculpteur. Le Bon Marché m'a invitée à réaliser une œuvre spécifique pour l'Atrium et j'ai pensé à l'Amazone érogène qu'on a pensé in situ pour l'espace du Bon Marché avec une nuée de flèches qui se dirige vers un sein géant. Pour moi, Prune, c'est une guerrière. C'est une femme qui part toute seule à l'autre bout du monde, qui déplace des montagnes et qui fabrique son art avec des gens qu'elle rencontre. Elle est venue avec moi choisir les billots de bois, notamment par exemple pour l'arc. On en a parlé ensemble, on a passé du temps ensemble à développer une complicité sur ce travail. On a sculpté un arc de 5 mètres de haut entièrement en hêtre. Il faut près de 3 semaines et demie de travail pour telle sculpture. Et suite à ça, on a créé une flèche de près de 3 mètres et une vraie corde d'arc à l'échelle. Quand on pense au projet, que ce soit entre les vitrines et ce que j'appelle moi depuis le départ d'ailleurs les atriums, on est presque à 3000 flèches. Il y a quelque chose de très organique dans le choix aussi du bois. C'est un matériau qu'on a envie de toucher, c'est un matériau vivant. Il y a aussi des craquelures qui ressemblent presque à des cicatrices qu'on a tous au final sur le corps et qui font partie de nous, qui racontent une histoire, comme les cercles concentriques aussi du bois. Là, avec de la peinture, c'est beaucoup plus délicat. Il faut être très patient. On cherche à créer de la matière, à y croire complètement, à imiter la matière.